Ouais, donc je m'appelle Cyril Janssens, je travaille pour Biodiversity, qui est une entreprise issue de l'entrepreneuriat sociétal et dont le but est de développer des projets dont la nature est au centre et qui apportent une valeur ajoutée à nos partenaires, qui sont soit des collectivités locales ou des entreprises privées. On travaille à la base, l'idée c'est quand même de travailler autour de la biodiversité plus que sur le CO2 ou le papier, mais l'idée c'est quand même de travailler sur l'environnement en général et on s'est donné pour mission d'avoir un impact positif ou d'améliorer le bien-être environnemental et humain. Alors, on utilise notamment l'abeille dans un outil qu'on appelle le biomonitoring, qui est utilisé pour mesurer l'environnement sur des surfaces importantes grâce aux abeilles qui collectent des informations. On peut mesurer la présence de plus de 500 pesticides, la présence de métaux lourds. Ça, c'est plutôt la partie négative. Et puis, on a aussi la partie positive qui est la biodiversité, la qualité nutritive de l'environnement et qui permet, grâce à ça, d'avoir 22 indicateurs qui nous permettent de donner une image de l'environnement, de comparer des sites et de proposer des actions dans lesquelles on essaye d'intégrer toutes les parties. Alors on a fait ce projet, on a ce projet depuis 4 ans dans une petite ville balnéaire du nord de la Belgique. Et puis on a fait la mesure de l'environnement de la ville de Bruxelles en 2016. Mais on l'a fait à titre privé, on l'a fait nous-mêmes, on l'a financé nous-mêmes pour essayer de sensibiliser les pouvoirs publics. On est en discussion avec d'autres villes dans d'autres pays pour essayer de le développer. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici, entre autres, c'est pour faire des contacts, créer des contacts avec des villes. Mais on travaille principalement aujourd'hui avec des producteurs d'eau, notamment, ou des industriels qui ont un impact à l'extérieur de leur site. Les producteurs d'eau, c'est plutôt parce qu'ils protègent une zone sur laquelle ils captent l'eau de pluie qui va s'infiltrer dans le sol et ressortir dans les sources, ou qui vont aller pomper en profondeur, parce qu'ils ne veulent pas avoir de pollution sur leur site. Mais les surfaces sont énormes et donc soit on engage beaucoup de gens, mais ça coûte très cher, soit on installe justement cet outil de biomonitoring qui permet d'avoir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'échantillonnages. On parle de 4 milliards d'échantillons par an sur 700 hectares pour une ruche, pour justement obtenir ces données qu'on va analyser et pour lesquelles on propose des solutions d'amélioration. Alors, est-ce que ça rend la ville plus intelligente? Oui, en tous les cas, ça rend la ville consciente de l'état de l'environnement d'une manière intelligente, ça c'est un peu présomptueux, mais en tous les cas, on utilise la nature pour aider la nature, et donc on dénote un petit peu ici dans le salon parce qu'on n'a pas d'essence. On n'est pas dans le Internet of Things et on n'est pas dans l'hyper-technologie, mais plutôt dans quelque chose de naturel qui est tout à fait innovant, mais qui rend les villes plus intelligentes parce que ça les rend conscientes de ce qui se passe. Et puis ça permet, et on développe des projets qu'on essaye de rendre le plus innovant possible pour améliorer les choses. Notamment, on fait des plantations dans les villes, on organise des potagers, donc un peu d'agriculture urbaine. On développe des jardins thérapeutiques pour lutter contre les effets négatifs du stress et du burn-out. On organise des conférences, on fait donc de la sensibilisation en général. Et puis on peut placer des colonies d'abeilles dans un siège social, sur le siège social d'une entreprise pour fédérer les employés et conscientiser les gens au fait que la biodiversité, c'est pas uniquement la forêt amazonienne et National Geographic Channel, mais ça commence chez soi, ça commence dans son entreprise, dans son jardin, et il faut absolument qu'on en prenne conscience et que tout le monde en prenne conscience pour qu'on puisse avoir un impact positif, parce qu'il est grand temps qu'on sauve les abeilles, qu'on sauve les pollinisateurs et que la biodiversité soit préservée et redéveloppée. Mais, non,
il y a beaucoup d'acteurs qui sont portés sur l'environnemental, ou en tous les cas, ils parlent de sustainability et de greener cities, mais tout passe par la technologie. Donc nous, on vient un peu comme le mouton noir, entre guillemets. On apporte quelque chose de très différent, je pense. Voilà, aujourd'hui, la tendance est à le tout connecter, et surtout il faut tout être connecté, tout doit être très rapide. Ici, nous, on vous mettez un an à recevoir des résultats. Quand vous mettez un capteur, vous avez en direct sur votre smartphone, peu importe à l'endroit où vous êtes, vous avez les résultats de ce qui capte. Nous, ce n'est pas le cas parce que c'est un processus naturel qui prend un peu plus de temps. Et voilà, je pense qu'il y a différentes manières de voir les choses, et je crois qu'on peut tout à fait s'intégrer dans un système de capteurs où on apporte quelque chose de différent, de nouveau, mais le capteur, il ne permet pas de faire de la sensibilisation. Il va permettre d'obtenir des données qui éventuellement peuvent amener à de la sensibilisation. Mais je pense que l'abeille, le miel, ont ce pouvoir de communication qui fait qu'on a cet avantage, de pouvoir apporter une histoire, de travailler sur des très grandes surfaces, d'avoir un capteur, entre guillemets, un capteur multiparamètres et un outil de communication et de sensibilisation naturelle. Alors, je crois que le plus gros avantage, c'est que c'est les 4 millions d'échantillons sur des surfaces aussi importantes. Aujourd'hui, quand vous placez un capteur, il va mesurer 1 ou 5 mètres carrés autour de lui, mais il ne va pas aller plus loin. Ici, grâce aux abeilles qui se nourrissent sur ces grandes surfaces, on couvre de très très grandes surfaces. Et donc, ça, je pense que c'est quelque chose que les capteurs et tous les capteurs de la Terre ne feront jamais. Après, Londres, par exemple, je pense, a mis des capteurs sur des pigeons pour balayer des surfaces plus grandes. Il y a des villes, je pense que Bruxelles l'a fait, qui propose de donner des capteurs à des joggeurs ou à des cyclistes, et donc on couvre des surfaces un peu plus grandes grâce à ça. Mais le capteur, à l'instant T, il ne mesure que quelque chose de très court. Alors nous, ce sont des échantillonnages tous les 2 mois, mais on est vraiment sur des surfaces qu'aucun capteur ne pourra jamais faire, et à un prix à un coût qui est totalement imbattable par rapport à toutes les technologies possibles et imaginables. Donc je crois qu'il faut essayer de mélanger un peu tout et d'arriver à... Tant que le but est d'arriver à améliorer les choses, si on veut améliorer les choses, je crois qu'il faut un peu mélanger toutes les technologies. Moi, évidemment, je suis partisan de la solution naturelle, mais je ne suis pas du tout contre les technologies. Il n'y a pas de raison qu'il y a des capteurs. Nous, il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer, clairement. Et quand je vous parle de biodiversité, les abeilles ne vont pas sur toutes les fleurs, elles ne vont pas sur toutes les espèces de fleurs. Donc on ne mesure pas l'ensemble de la biodiversité. On mesure la biodiversité via le facteur abeille. Et voilà, c'est juste un capteur, il va mesurer le CO. C'est très bien, on en a besoin de savoir quels sont les taux de CO à certains endroits à tout moment. Mais il ne va pas aller au-delà de ça. Voilà, chaque capteur, chaque système de mesure a un biais, et il faut s'adapter de ça. On pense éventuellement à rajouter des capteurs sur nos ruches pour rajouter d'autres cordes à notre arc dans l'analyse de l'environnement, mais ce sera très limité en surface. Et donc, est-ce que vraiment on va pouvoir comparer des pommes avec des poires? Ça reste une question sur laquelle on travaille, on bûche pour essayer d'avancer, de développer, d'avoir plus de données, plus efficaces, plus rapides, moins chères. Mais ça prend du temps. Alors, est-ce qu'elle vous aide ou est-ce qu'elle reste un peu distante ? Quand on travaille avec une ville, la ville est notre client. Donc on lui vend un service de mesure de l'environnement, et puis on lui propose des solutions. Et on est prêt à les mettre en place. Mais est-ce qu'on reçoit des aides spécifiquement? Non, pas spécialement, mais principalement parce qu'on a décidé de rester complètement indépendant de subsides publics, parce que les subsides publics peuvent dire: attendez, moi ces résultats-là, j'ai pas envie... ou je ne suis pas d'accord avec vos résultats. Donc nous, on veut rester indépendant scientifiquement, et donc on a décidé d'être privé totalement. Et à partir de là,
on ne cherche pas à être subsidié. Si demain on travaille avec la ville de Nice par exemple, on sera un sous-traitant de la ville de Nice ou un contractant de la ville de Nice, comme la société qui ramasse les ordures par exemple. Exactement de la même manière. Mais il n'y a pas spécifiquement d'aide. Après, ils peuvent trouver eux des subsides au niveau de l'État ou au niveau d'eux pour faire des projets en faveur de la biodiversité, en faveur de l'environnement. C'est le cas en Belgique, il y a toute une série de subsides que les communes peuvent recevoir pour développer des projets en faveur des abeilles, en faveur de la pollinisation et en faveur des pollinisateurs en général. Mais nous, on peut s'intégrer là-dedans, mais c'est la commune qui va recevoir l'argent, c'est pas nous. Oui, je pense que je disais tout à l'heure que ça prend un certain temps pour obtenir des résultats. C'est pas dans la mouvance des jours. Aujourd'hui, il faut plutôt être extrêmement rapide et avoir des résultats tout de suite. Ça, c'est un. Deux, il y a des gens qui ont peur des abeilles, de manière erronée, mais il y a des gens qui ont peur des abeilles. Trois, aujourd'hui, les pollutions qu'on mesure, ce ne sont pas les pollutions entre guillemets sexy dont on parle tous les jours dans les journaux. Et donc, on a une application qui fonctionne très bien pour les producteurs d'eau parce qu'ils sont en milieu rural et que donc ils ont très peur des pesticides. Mais en milieu urbain, c'est un peu moins utile entre guillemets de mesurer les pesticides. On préfère mesurer les oxydes d'azote et les oxydes de carbone. Et ça, aujourd'hui, on n'arrive pas à le mesurer. Alors, on développe des projets dans des entreprises, de potagers d'entreprises, mais nous, ce qu'on propose, c'est pas du tout de la production alimentaire, c'est reconnecter les gens socialement. Donc quand vous êtes dans un immeuble où il y a 2000 employés, ou même 500, peu importe, les gens de l'étage 2 ne parlent jamais avec les gens du 5e étage parce qu'ils ne travaillent pas dans le même service et donc ils s'échangent éventuellement des mails, mais encore c'est pas sûr. Et nous, ce qu'on propose, c'est reconnecter à la terre, mettre les mains dans la terre, et deux, se reconnecter avec des gens qui travaillent dans la même entreprise, donc qui ont quelque part quand même une grande partie de leur vie qui est commune, mais qui ne se parlent jamais. Et quand on est autour d'une salade qui pousse, c'est un bon endroit pour parler. C'est encore mieux que la machine à café. Voilà. Oui, alors après, c'est toujours de la permaculture, donc on n'utilise absolument aucun produit. On prône aussi là-dedans l'alimentation saine. Mais c'est clair que la manière dont on fait les potagers, c'est pas pour nourrir tout un immeuble de 40 étages de la même entreprise. Il y a des entreprises avec qui on travaille qui nous disent écoutez, nous on veut au moins 2 potagers qui produisent bien, 2 bacs ou 2 parce qu'on veut les distribuer à la DAS voisine ou aux services sociaux voisins ou à des gens qui en ont besoin, je sais pas, les restos du cœur ou des choses comme ça. Bon, mais ça on peut faire, mais on ne vient pas dans une entreprise vendre quelque chose qui va fournir de la salade à tous les employés pendant de mai à septembre. Parce que ce n'est pas le but. Si de temps en temps ils peuvent avoir une salade, la partager avec leurs collègues ou la ramener à la maison et voilà, tiens, j'ai cultivé ma salade et je suis content, en plus elle est bonne. Voilà, c'est plus ça le but, c'est vraiment plus de la reconnexion sociale et à la nature, et puis apprendre des choses, parce qu'on apprend énormément de choses quand on fait un potager, qu'on n'a jamais cultivé quoi que ce soit, il faut bien apprendre. Et on espère que les gens chez eux vont avoir un petit potager, vont faire ça aussi chez eux, et du coup ils vont manger un peu plus sainement, prôner une alimentation un peu plus saine, retourner vers des goûts plus naturels. Et voilà, ça a son influence, mais le but n'est pas du tout de produire de la nourriture en grande quantité. On a des projets, mais ça c'est plutôt le fondateur, le docteur Nguyen, qui travaille là-dessus, mais ce n'est pas aujourd'hui ce qu'on propose aux entreprises. Alors, je pense que ça peut le régler. Je pense que ça peut reconnecter les gens avec l'alimentation à une alimentation naturelle et saine. Maintenant,
je ne sais pas quelles sont les limites de productivité de l'urban farming. Si on fait comme au Japon, entre deux immeubles, on a je ne sais pas combien de mètres carrés. Quand on fait l'agriculture verticale, on peut éventuellement avoir relativement beaucoup de surface et donc probablement une production relativement intéressante. Quand on est en horizontal, on est quand même limité par la place. Et puis il faut des gens pour s'en occuper. Comment on chauffe, qu'est-ce qu'on fait en hiver, on reste quand même encore dans beaucoup de questions. Je pense que c'est les balbutiements. Enfin, ça fait quoi, 10 ans que ça existe, que c'est un petit peu dans la tendance de développer ce genre de choses. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait beaucoup moins de transport. Maintenant, quand on mesure l'environnement dans les villes, on se rend compte qu'il y a quand même des pollutions. Et donc ces pollutions, il faut aussi protéger les légumes. Il faut apprendre aux consommateurs à vachement nettoyer leurs légumes. Parce qu'on a beau ne pas mettre de pesticides, il y a quand même dans la ville, et tout le monde le sait, il y a des pollutions qu'on ne conseille à personne d'ingérer. Donc il faut bien laver les légumes beaucoup plus que s'ils viennent d'un potager dans le centre de l'Ardèche, je dirais. Nous, on est assez persuadés chez Biodiversity que le privé a vraiment son mot à dire dans la durabilité, dans le changement, dans l'adaptation de la société humaine à l'environnement actuel. Et on est persuadé que le changement va venir en grande partie d'initiatives privées. Mais les pouvoirs publics ont effectivement un rôle, mais plutôt, je dirais, de législation, de contraindre un certain nombre de choses, de promouvoir d'autres choses. C'est facile à dire, évidemment. Moi, je ne suis pas dans un gouvernement quelconque, mais je pense que le rôle du gouvernement n'est pas de sensibiliser les gens, il est de légiférer. Et c'est le privé. Les ONG, c'est bien, mais je pense que malheureusement, pour beaucoup d'entre elles, c'est pas réellement durable parce que quand on voit les États qui sont extrêmement endettés, l'argent qu'elles leur donnent, ces actions, ils pourraient être faits par des entreprises privées, en partie. Et donc, je ne dis pas que je suis contre les ONG, il ne faut pas me mécomprendre. Elles ont absolument leur utilité et on en a vraiment besoin. Mais je pense qu'il y en a beaucoup et qu'on pourrait limiter un peu et que des entreprises privées, des initiatives privées puissent prendre le contrôle d'un certain nombre d'activités pour aller plus loin. Parce qu'une entreprise, une association loi 1901, elle est limitée par le budget qui lui est alloué. Éventuellement les levées de fonds qu'elle fait, mais c'est jamais gigantesque. Nous, on peut doubler de taille tous les ans. On aimerait bien en tous les cas. Et donc, augmenter notre impact. Une association parisienne, elle va se concentrer éventuellement même sur un arrondissement de Paris, mais elle ne va jamais aller travailler sur un arrondissement lyonnais. Parce qu'elle est subsidiée par cet arrondissement parisien. Donc elle ne va pas aller à Lyon, alors qu'une entreprise privée, elle a intérêt à aller partout. Donc je pense que vraiment l'impact, il viendra du privé. Mais un doux mélange de tout. De toute façon, il faut de l'équilibre. C'est toujours une question d'équilibre. Il n'y a pas de vérité dans c'est que le privé, le reste c'est de la merde, ça n'existe pas ça. C'est un équilibre. Mais le privé a une latitude de mouvement que d'autres, que les acteurs... oui, bien sûr. Que le public et le parapublic n'ont pas et n'auront jamais et n'ont pas besoin d'avoir. Non, pas du tout. Non, c'est d'ailleurs une des missions les plus importantes qu'on a. Quand vous allez dans la rue, je ne sais pas si vous faites un micro-trottoir dans la rue, vous parlez de biodiversité ou de pollinisation, personne ne sait ce que c'est. Biodiversité, les gens pensent que c'est l'Amazone, les gorilles, les orang-outans et que tout est détruit à cause des palmiers à huile. Et il faut arrêter, ça commence ici. C'est chaque citoyen, nous sommes tous des citoyens et on a tous besoin de planter des fleurs chez nous, de faire des choses pour améliorer la biodiversité. Mais ça commence à ses pieds et c'est pas uniquement ce qu'on voit à la télé.
planter des fleurs, nourrir les insectes auxiliaires, laisser dans son jardin, je comprends qu'on a envie d'avoir une pelouse pour jouer au foot, mais laisser dans son jardin une petite bande de terre qui n'est pas tondue, qui pousse de manière sauvage, qui sera un abri pour les insectes. Ces insectes vont aider les autres parties du jardin à ne pas être attaquées par des pestes, et donc il y a un équilibre qui se crée, donc on n'a plus besoin d'utiliser de produits. On peut laisser un petit tas de bois pour que les coccinelles ou d'autres insectes viennent s'installer. On peut manger de manière plus locale, de manière plus... Et puis surtout, on a un vote. On a tous un vote, et ce vote, c'est notre plus grand pouvoir de décision. Même si on a l'impression qu'il ne vaut rien, c'est notre plus grande chance, c'est de pouvoir voter. Maintenant, on peut être tout à fait d'accord que les politiciens, on peut ne pas être d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui et avec ce que les autres proposent, ça c'est pas la question. Mais on a un vote, donc on peut dire, écoute, toi, ce que tu as fait là maintenant, je ne suis pas d'accord, donc je vais voter pour quelqu'un d'autre. Ça a une valeur, et c'est la plus grande valeur qu'on a en tant que citoyen. Alors tout seul, ça paraît nul, mais quand on est 1000 ou 10 000 ou 100 000 à le penser, ben on a une influence sur ce qui se passe. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu. Avec plaisir.